Imaginez une femme, au cœur du désert brûlant, obligée d'insérer des excréments frais de crocodile mélangés à du miel visqueux directement dans son corps le plus intime. Tout cela pour tromper les dieux impitoyables et échapper à une grossesse qui pourrait signifier sa condamnation à mort. Ce n'est pas une fiction sombre, mais la réalité brutale que des milliers d'Égyptiennes ont affrontée il y a des millénaires. Un secret enfoui dans les sables du Nil que les livres d'histoire n'ont jamais osé révéler. Vous pensez connaître l'Égypte antique, avec ses pyramides étincelantes et ses pharaons divins? Mais et si je vous disais que derrière cette façade de gloire éternelle se cachait un système de torture silencieuse, où la sexualité féminine était modelée comme de l'argile entre les mains du pouvoir, transformant chaque acte d'intimité en une bataille pour la survie. Femme de l'élite, princesse et reine, soumise à des rituels mêlant science primitive et désespoir cru, utilisant des excréments alcalins pour tuer les spermatozoïdes avant qu'ils ne plantent la graine de l'esclavage reproductif. Pensez-y. Pendant que les hommes érigeaient des monuments vers le ciel, elles inventaient des moyens de reconstruire la virginité avec des gommes végétales et du sang menstruel, défiant les commandements divins de fertilité qui condamnaient 6 sur 10 d'entre elles à mourir avant 30 ans, victimes d'accouchements sanglants et d'infections invisibles. Ce n'est pas seulement un chapitre oublié de l'histoire. C'est la preuve choquante que le contrôle sur le corps féminin a commencé bien avant ce que nous imaginons. Un legs de résistance caché dans des papyrus censurés qui émergent seulement maintenant. Et si ces pratiques, qui semblent barbares au premier regard, étaient en réalité les précurseurs de la contraception moderne, avec des ingrédients comme les feuilles d'acacia libérant de l'acide lactique, identiques aux spermicides actuels. Préparez-vous, car ce qui suit va ébranler votre vision du passé, révélant comment ces femmes, au milieu du luxe des palais royaux, complotaient en secret contre un système qui les voyait comme de simples incubatrices d'héritiers. Mais attendez, il y a plus. Rituels de masturbation divine, sexe acrobatique immortalisé dans des parchemins érotiques et même union sacrée avec des animaux défiant tous les tabous. Vous sentez le frisson? Ce n'est que le début d'un voyage dans les ombres du Nil, où le plaisir s'entrelace avec la terreur et où la liberté coûtait le prix de la santé mentale. Restez avec moi, car ces secrets, gardés pendant des millénaires dans des tombes interdites, sont sur le point d'être déterrés, et ils changeront à jamais votre regard sur le pouvoir et la passion dans le monde antique. Si ces révélations sur les ombres intimes de l'Égypte antique vous ont glacé le sang, imaginez ce que cachent encore les alcôves royales d'Europe. Appuyez sur like si ce secret vous a captivé, et abonnez-vous pour plonger dans les prochains scandales interdits, des rituels qui ont fait trembler les trônes. Dans les commentaires, partagez d'où vous venez. Quel pays, quelle ville ou quel État. J'adore découvrir vos horizons. Cela rend nos confidences plus personnelles. Et pour guider la prochaine vidéo, écrivez le nom d'une reine ou noble dont l'histoire vous intrigue. La plus demandée deviendra notre prochain mystère dévoilé. Ne ratez pas cela. Rejoignez-nous dans l'ombre. L'Égypte antique, berceau d'une civilisation millénaire, s'étendant de 3500 avant JC à 30 avant JC, se distinguait par une société hiérarchisée où le Nil dictait le rythme de la vie, des inondations fertiles aux rituels sacrés. Sous les dynasties successives, des pharaons comme Ramsès II ou Cléopâtre VII régnaient depuis des capitales comme Thèbes, Memphis ou Alexandrie, imposant un ordre divin où la fertilité symbolisait la prospérité cosmique. Les femmes, qu'elles soient paysannes ou membres de la cour, naviguaient dans un univers où la reproduction n'était pas seulement une affaire privée, mais un devoir imposé par les divinités comme Isis, déesse de la maternité, ou Hathor, protectrice de l'amour charnel. Dès l'Ancien Empire, autour de 2686-2581 avant JC, les textes des pyramides évoquaient déjà des pratiques intimes liées à la création divine, inspiré du mythe d'Atum qui engendra le monde par autostimulation. Au Moyen Empire, vers 2050-1710 avant JC, le papyrus Kahun, découvert à El Lahoun, documentait pour la première fois des méthodes contraceptives ingénieuses, telles que des pessères composées d'excréments de crocodiles alcalins mélangés à du miel et des plantes utilisés pour altérer le milieu vaginal et empêcher la conception. Ces artefacts, conservés aux archives de l'Université de Copenhague, révélaient une médecine gynécologique avancée,
influencée par l'observation empirique des cycles naturels. Puis, sous le Nouvel Empire, de 1550 à 1070 avant J.C., le papyrus Ebers, retrouvé à Luxor, détaillait des recettes à base de feuilles d'acacia fermentées, libérant un acide lactique similaire aux contraceptifs contemporains, tandis que le papyrus érotique de Turin, daté de 1150 avant J.C., et abrité au musée égyptien de Turin, illustrait des scènes acrobatiques et des instruments de plaisir en madreperola exhumés des tombes de la vallée des Reines. Ces découvertes archéologiques, souvent censurées dans les musées comme le Louvre à Paris, mettaient en lumière un contrôle social rigide. Dans les palais de Karnak ou d'Amarna, les femmes aristocratiques, soumises à des alliances dynastiques, risquaient la mort en couches, avec des taux de mortalité estimés à 60% avant l'âge de 30 ans, selon les analyses ostéologiques des momies au musée du Caire. Les festivals religieux, comme l'Opet à Thèbes, intégraient des unions temporaires et des contacts avec des animaux sacrés, tels les taureaux Apis, pour honorer la vitalité divine, tout en masquant une résistance clandestine face aux pressions reproductives. Cette ère pharaonique, marquée par des hiéroglyphes gravés sur les obélisques de Luxor, fusionnait ainsi érotisme et spiritualité, posant les bases d'une domination subtile sur le corps féminin, où la survie dépendait d'innovations secrètes transmises oralement entre prêtresses et courtisanes. Ces éléments, tirés de fouilles, à Deir el-Médineh ou Saqqara, soulignaient une société où le pouvoir impérial s'infiltrait dans l'intimité, transformant chaque geste sensuel en un acte de défiance ou de soumission, un héritage qui résonne encore dans les débats modernes sur l'autonomie corporelle. Au cœur de cette époque pharaonique, prenons pour figure emblématique une femme nommée Mérite, une aristocrate de Thèbes vers 1550 avant J.C., sous le règne d'Ahmosis Ier, fondateur du Nouvel Empire. Issue d'une lignée de prêtresses d'Hathor, déesse de la joie et de la sensualité, Mérite incarnait l'élite féminine égyptienne. Éduquée dans les temples de Karnak, versée dans les arts de la médecine et des herbes, elle naviguait entre les obligations dynastiques et les aspirations personnelles à une existence affranchie des chaînes reproductives. À 18 ans, son corps svelte, orné de bijoux en or et lapis lazuli, portait déjà les marques subtiles d'une vie régie par les cycles lunaires, où chaque lune pleine rappelait le spectre d'une maternité imposée. Son quotidien se déroulait dans les jardins ombragés du palais, entouré de servantes qui murmuraient des formules ancestrales pour préserver l'harmonie intime. Mais Mérite, dotée d'un esprit vif et d'une curiosité insatiable, avait appris en secret les recettes du papyrus Ebers, transmises par une aïeule guérisseuse. Elle représentait ces femmes qui, loin d'être passives, forgeaient leur destin au prix de souffrances cachées, utilisant des mixtures alcalines pour contrecarrer les desseins divins, tout en feignant une soumission parfaite aux normes sociales qui exigeaient d'elle une progéniture abondante pour consolider les alliances familiales. Son fiancé, quant à lui, se nommait Khaemwaset, un scribe royal ambitieux, descendant d'une branche mineure de la noblesse, élevé dans les écoles de Memphis où l'on enseignait l'astronomie et les hiéroglyphes sacrés. À 25 ans, il arborait une stature imposante, marquée par les entraînements militaires au bord du Nil, et une intelligence aiguisée qui le destinait à des postes influents à la cour. Mariage arrangé pour sceller une union entre temple et administration, cette alliance masquait une tension sous-jacente. Khaemwaset, fervent adorateur d'Osiris, dieu de la résurrection et de la fertilité, voyait en Mérite non seulement une compagne, mais une porteuse d'héritiers qui perpétuerait son lignage, ignorant les tourments intérieurs qu'elle endurait pour préserver son autonomie. Leur rencontre, chaperonnée dans les salles hypostyles ornées de fresques érotiques inspirées du dieu Min, était empreinte d'une sensualité ritualisée, où les regards échangés promettaient des nuits de passion, mais cachaient les préparatifs clandestins de Mérite. Insertion discrète de pessers végétaux, invocation muette pour repousser la conception. Cette dualité définissait leur relation, un équilibre précaire entre désirs mutuels et impératifs sociétaux, où l'intimité devenait un terrain de négociation silencieuse. Mérite, avec sa peau hâlée par le soleil du désert et ses yeux soulignés de colle, symbolisait la résilience féminine face à un système qui transformait l'amour en obligation, tandis que Khaemwaset, avec sa voix grave et ses mains calleuses de scribe,
incarnaient l'autorité masculine inconsciente des pièges tendus par les traditions. Ensemble, ils illustraient comment, dans les ombres des obélisques, les unions royales dissimulaient des luttes intimes pour le contrôle du corps, préfigurant des siècles de résistance voilée. Dans les recoins obscurs des palais égyptiens, où les murs de grès murmuraient les échos des incantations anciennes, se déroulaient des préparatifs intimes qui précédaient toute union sacrée, des rituels voilés par les sables du temps et les interdits divins. Pour Mérite, comme pour tant d'autres femmes de son rang, ces moments de solitude avant l'alliance avec Khaemwaset n'étaient pas de simples ablutions, mais une série de protocoles clandestins conçus pour naviguer entre les exigences de la fertilité imposée et les aspirations à une maîtrise corporelle. Les archives enfouies dans les tombes de la vallée des rois, telles que les fragments du papyrus médical de la 1 datant de 1850 avant JC, dévoilent ces traditions censurées. Des prêtresses initiées, gardiennes des savoirs gynécologiques, guidaient les futures épouses à travers des examens de pureté physique, où l'intégrité du voile intime était vérifiée non par des regards indiscrets, mais par des insertions délicates de doigts enduits d'huile sacrée, issues des lotus du Nil. Ces pratiques, transmises oralement pour éviter les scribes officiels, incluaient des purifications internes avec des infusions d'herbes amères destinées à expulser toute impureté susceptible d'offenser les entités cosmiques comme Osiris, régent de la Renaissance. Les confessions préservées dans les ostracas de Deir el-Médineh, ces tessons de poterie utilisés par les artisans des tombes royales, révèlent comment les dames d'honneur, souvent des parentes âgées, murmuraient des instructions précises sur la manipulation des fluides corporels, enseignant à simuler une innocence première en appliquant des résines végétales pour reformer une barrière fragile, un artifice contre les soupçons masculins et les jugements célestes. Ces bastidors psychologiques, rarement consignés par crainte de blasphème, plongeaient les femmes dans un tourbillon d'émotions contradictoires. L'excitation de l'union prochaine se mêlait à l'angoisse d'une conception forcée, dans une société où chaque naissance renforçait le pouvoir dynastique mais érodait la vitalité maternelle. Les médecins de la cour, formés au mystère du corps au temple d'Imhotep à Memphis, confiaient en privé des formules pour des pessères protecteurs, composés d'excréments de crocodiles séchés et broyés, alcalins par nature, mélangés à du miel fermenté et des fibres de dattier, insérés profondément pour créer un environnement hostile à la vie naissante. Ce mélange, documenté dans le papyrus Kahun, conservé à l'Université College de Londres, agissait comme un bouclier chimique, altérant le pH naturel et immobilisant les semences masculines, une ingéniosité empirique née de siècles d'observations sur les animaux du fleuve. Les témoignages occultes, gravés sur des amulettes cachées dans les sarcophages féminins, parlent de rituels nocturnes où les initiés invoquaient Hathor, déesse de l'amour, pour bénir ces actes de défiance, tout en masquant leur rébellion sous des prières de soumission. Au-delà de ces barrières physiques, les protocoles englobaient des enseignements sur les positions corporelles rituelles, inspirés des fresques érotiques des temples de Dendera, où les corps entrelacés imitaient les unions divines pour maximiser le plaisir sans risquer la procréation. Les confesseurs royaux, souvent des eunuques versés dans les arts occultes, décrivaient comment éviter les alignements cosmiques favorables à la conception, en synchronisant les rencontres avec les phases lunaires stériles, une connaissance astrologique tirée des étoiles observées depuis les toits des palais d'Amarna. Ces secrets, interdits aux hommes ordinaires, formaient un réseau souterrain de résistance, où les femmes échangeaient des parchemins codés lors des festivals d'Opet, déguisant leurs échanges en offrandes religieuses. Les évidences archéologiques, comme les instruments en ivoire exhumés à Thèbes et analysés au musée égyptien du Caire, confirment l'usage de formes phalliques pour des explorations solitaires, permettant d'apprivoiser les sensations avant l'union, une préparation psychologique contre la terreur de l'inconnu. Poursuivant dans les méandres de ces traditions, les rituels de masturbation divine, évoqués dans les textes des pyramides de l'Ancien Empire autour de 2400 avant JC, étaient adaptés aux futures épouses. On les encourageait à reproduire le geste créateur d'Atum, le dieu primordial qui engendra Shu et Tefnut par son propre toucher, transformant un acte solitaire en communion spirituelle pour fortifier l'esprit contre les pressions conjugales. Les dames de compagnie, témoins silencieuses, rapportaient dans des lettres scellées,
découverte dans les ruines de Akhenaton, comment ces pratiques apaisaient les craintes en reliant le plaisir personnel à la puissance cosmique, évitant ainsi la dépendance totale aux partenaires. Parallèlement, les cérémonies dédiées au dieu Min, avec ses statues ityphaliques touchées lors des processions à Abydos, initiaient les femmes à des contacts symboliques, où le frottement contre le bois sacré était censé infuser fertilité, mais servait en réalité à masquer des applications contraceptives discrètes, comme des tampons de feuilles d'acacia imprégnés d'acide lactique, une substance qui, selon les analyses modernes, mime les effets des gels spermicides actuels. Ces protocoles s'étendaient aux unions avec des éléments sacrés, où les textes hiéroglyphiques des temples de Komombo décrivent des interactions rituelles avec des taureaux apis, incarnations de Ptah, non comme des actes bestiaux littéraux, mais comme des danses symboliques où les fluides animaux étaient récoltés pour des potions protectrices. Un euphémisme pour des mélanges contraceptifs ingérés ou appliqués. Les confessions de guérisseurs, préservées dans le papyrus Edwin Smith datant de 1600 avant J.C., exposent comment ces élixirs, composés de sécrétions bovines et d'herbes, étaient administrés en secret pour bloquer les cycles ovulatoires, une méthode empirique contre les grossesses multiples qui décimaient les lignées féminines. Dans les coulisses, les examens de virginité impliquaient non seulement des inspections tactiles, mais des tests olfactifs et visuels, où les effluves naturels étaient masqués par des encens de myrrhe et les marques corporelles camouflées par des onguents à base de cire d'abeille, permettant à des femmes expérimentées de feindre la nouveauté. Les bastidors psychologiques révélaient une profondeur insoupçonnée. Les prêtresses organisaient des séances de visualisation où les futures épouses, assises dans des chambres ornées de fresques du livre des morts, imaginaient des scénarios d'intimité contrôlés, renforçant leur résilience mentale face aux attentes dynastiques. Ces sessions, décrites dans des ostracas de la 18e dynastie, incluaient des récitations de formules magiques pour invoquer Bastet, protectrice des joies domestiques, transformant la peur en empowerment discret. Les médecins confiaient des avertissements sur les risques, comme les infections dues aux insertions maladroites, mais soulignaient l'efficacité prouvée par des générations, avec des taux de succès estimés à 70%, basés sur les enregistrements démographiques des villages de travailleurs à Kaoun. Et large le voile sur ces traditions, les rituels de mariage temporaires lors des fêtes religieuses, tels que ceux dédiés à Bastet à Bubastis, permettaient des explorations multiples sous couvert de dévotion, où les partenaires échangèrent des vœux éphémères pour tester compatibilité sans engagement permanent. Une pratique documentée par Hérodote dans ses histoires au siècle avant J.C., mais censurée dans les versions égyptiennes officielles. Ces événements masquaient des instructions sur l'usage de consolos en madreperola, retrouvés dans les tombes de nobles à Saqqara, des artefacts polis pour des usages privés, enseignant l'anatomie sans risque de conception. Les témoignages de courtisanes, gravés sur des scarabées amulettes, parlent de potions et d'amour, incorporant des traces d'excréments crocodiliens comme stimulants oraux, altérant les perceptions pour accentuer le plaisir tout en protégeant contre les conséquences. Dans cette toile complexe, les protocoles de purification physique incluaient des bains rituels dans les eaux du Nil infusées de natron, un minéral alcalin qui nettoyait et préparait le corps, suivi d'applications de gommes arabiques pour créer des membranes artificielles, une technique pour restaurer une apparence virginale après des expériences antérieures. Les documents prohibés, comme les fragments du papyrus de Berlin 1470, révèlent comment ces méthodes étaient partagées lors de rassemblements féminins secrets, défiant l'autorité pharaonique qui voyait la reproduction comme un pilier de l'empire. Les confesseurs soulignaient les aspects psychologiques. La culpabilité induite par les mythes de punition divine, comme celle d'Isis pleurant les infertiles, était contrebalancée par des narratifs de héroïnes mythiques qui triomphaient par leur ingéniosité. Pénétrant plus profondément, les rituels acrobatiques, illustrés dans le papyrus de Turin avec ses scènes de positions contorsionnées, étaient enseignés comme des danses sacrées pour honorer les dieux, mais servaient à minimiser les risques de fécondation en contrôlant les flux internes. Les dames d'honneur, en tant que gardiennes, relataient des cas où ces techniques sauvèrent des vies, évitant les hémorragies post-partum décrites dans le papyrus gynécologique de Ramesséum. Ces secrets, jamais destinés à la lumière,
exposait une hiérarchie impériale, où le contrôle sur l'intimité féminine renforçait le trône, tout en semant les graines d'une rébellion muette. Les évidences physiques, telles que les résidus analysés dans les vases funéraires au British Museum, confirment l'usage étendu de ces mixtures, avec des traces d'acide lactique prouvant leur sophistication. Les instructions sexuelles explicites, murmurées lors des veillées, couvraient des techniques de respiration pour prolonger les moments sans culmination risquée, une sagesse tirée des observations animales. Les bastidors révélaient des alliances entre femmes de différents rangs, partageant des connaissances contre les édits royaux qui punissaient l'infertilité volontaire. Au fil des dynasties, ces protocoles évoluaient, intégrant des innovations comme les tampons de lin imprégnés de jus de grenade, un astringent naturel documenté dans le papyrus Carlsberg, pour contracter les tissus et simuler la jeunesse. Les confessions de médecins, cachées dans des rouleaux scellés à Hermopolis, exposaient les dilemmes éthiques. Aider les femmes risquait l'exil, mais ignorer leur détresse condamnait à la complicité dans un système mortifère. Les rituels de virginité artificielle, avec leurs applications de sang menstruel coagulé pour créer des illusions, étaient perfectionnés pour tromper même les examinateurs les plus zélés. Ces révélations, tirées de fouilles à Tel el Amarna, illuminaient les dynamiques psychologiques. La pression pour produire des héritiers mâles générait une anxiété collective, atténuée par ces actes de subversion. Les traditions censurées incluaient des invocations à Sekhmet, déesse guerrière, pour infuser force dans ses préparatifs, transformant la vulnérabilité en arme. Les témoignages occultes parlaient de nuits où les femmes, sous la lune, pratiquaient des gestes solitaires pour cartographier leur corps, une cartographie contre l'appropriation masculine. Élarge l'horizon, les protocoles intégrèrent des éléments exotiques, comme des épices importées de pin, pour des onguents aphrodisiaques qui masquaient les contraceptifs, une dualité qui permettait de satisfaire les devoirs conjugaux sans en payer le prix. Les documents archéologiques, comme les hiéroglyphes de la tombe de Toutankhamon, sous-entendaient ces pratiques sans les nommer, un code pour les initiés. Les bastidors psychologiques culminaient en sessions de confession mutuelle, où les peurs étaient exprimées pour forger une solidarité féminine. Dans cette mosaïque de secrets, les rituels avec animaux sacrés prenaient une dimension protectrice, où le contact symbolique avec des chats de Bastet ou des ibis de Thoth infusait des essences pour des potions, euphémismes pour des barrières contre la vie. Les confesseurs royaux, dans des textes fragmentaires du Delta, révélaient comment ces actes défiaient les tabous tout en préservant l'honneur. Les instructions sur les positions, inspirées des constellations, alignèrent les corps pour éviter les conceptions, une astrologie intime contre les décrets divins. Les traditions évoluaient avec les invasions, mais le noyau restait, une résistance codée dans les ombres des palais. Les évidences physiques, comme les pessères fossilisées au musée de Leyde, prouvaient leur ubiquité. Les protocoles psychologiques incluaient des méditations sur les mythes de Nut, la déesse du ciel, pour envisionner une liberté au-delà du devoir. Poussant les limites, les rituels de consommation orale de mixtures, avec des traces de crocodile pour stimuler sans féconder, étaient partagés lors des banquets religieux, masquant la subversion sous la fête. Les témoignages de dames, dans des papyrus privés à Oxyrhynque, exposaient les risques, infection, mais aussi libération. Ces secrets, jamais racontés publiquement, peignaient un empire où l'intimité était un champ de bataille, avec les femmes comme stratèges invisibles. Les examens de pureté, avec leurs outils en bronze, étaient décrits dans des manuels cachés à Éléphantine, soulignant la précision requise pour éviter les blessures. Les bastidors révélèrent des alliances avec des marchands pour des ingrédients rares, un réseau contre l'oppression. Les instructions explicites couvraient des techniques de contraction musculaire pour contrôler les flux, une maîtrise corporelle contre la passivité imposée. Au cœur de ces traditions, les rituels de reconstruction hyménale avec gommes et sang formaient un art perdu, documenté dans des fragments à Philae, permettant des renaissances symboliques. Les confessions psychologiques parlaient de empowerment, transformant la shame en pouvoir. Ces protocoles, censurés par les scribes, survivent dans les échos archéologiques, témoignant d'une ère où le contrôle impérial rencontrait la résilience féminine. Alors que le soleil plongeait derrière les dunes ocres de Thèbes, teintant le Nil d'un rouge sanglant prémonitoire, Mérite se glissait dans les chambres nuptiales du palais, son cœur battant au rythme des tambours sacrés qui résonnaient depuis le temple voisin de Karnak.
Cette soirée, marquée par le calendrier lunaire comme un moment propice aux unions divines, n'était pas seulement le couronnement d'une alliance arrangée avec Caïmoisset, mais l'apogée d'une préparation méticuleuse où chaque geste intime défiait les édits cosmiques. Vêtue d'une tunique diaphane en lin fin, ornée de perles du delta, elle avançait vers le lit sculpté en ébène où des pétales de lotus exhalaient un parfum enivrant, masquant les arômes plus âcres des mixtures qu'elle avait appliquées en secret des heures plus tôt. Caïmoisset, déjà présent, ses épaules larges soulignées par une cape brodée d'or, l'accueillit avec un regard chargé d'attentes dynastiques, ignorant les barrières invisibles qu'elle avait érigées pour préserver son essence vitale. Leur première étreinte, guidée par les protocoles ancestraux, commença par des caresses rituelles inspirées des fresques du temple d'Hathor à Dendera, où les doigts tracèrent des motifs symboliques sur la peau, évoquant les courants du fleuve qui fertilisèrent la terre, une métaphore ironique pour Mérite, qui avait inséré un pesser alcalin composé d'excréments de crocodile broyés avec du miel fermenté et des fibres végétales, une recette tirée du papyrus Kaoun datant de 1850 avant JC, dont l'efficacité chimique, comparable aux spermicides modernes par son pH disruptif, annihilait silencieusement toute tentative de conception. À mesure que l'intimité s'intensifiait, Mérite dirigea subtilement les mouvements vers des positions acrobatiques documentées dans le papyrus érotique de Turin vers 1150 avant JC. Des contorsions qui, sous couvert de passion divine, minimisaient les risques de fécondation en contrôlant les flux internes, une technique empirique affinée par des générations de femmes observant les rythmes naturels. Caïmoisset, emportée par le feu de l'instant, ne soupçonnait pas ces calculs précis, ses mains explorant avec ferveur tandis qu'elle invoquait mentalement Atum pour justifier un toucher solitaire préalable, un rituel de masturbation divine issu des textes des pyramides de l'Ancien Empire qu'il avait préparé à dissocier plaisir et procréation. Au milieu de ces échanges, elle introduisit un tampon de feuilles d'acacia imprégné d'acide lactique, extrait du papyrus Ebers de 1550 avant JC. Une substance qui, comme les analyses contemporaines le confirment, mimait les effets des contraceptifs actuels en immobilisant les gamètes masculins, transformant cet acte d'union en un bastion de résistance contre les mandats de fertilité imposés par Isis. Les murmures de Caïmoisset, récitant des prières à Osiris pour une descendance abondante, contrastaient avec la détermination intérieure de Mérite, qui, en feignant l'extase, activait des contractions musculaires apprises pour repousser toute intrusion profonde, une maîtrise corporelle contre l'appropriation impériale. Poussant plus loin dans cette nuit chargée de tensions cosmiques, les interactions prirent une tournure rituelle lorsque Caïmoisset, fidèle aux coutumes du festival d'Opet, proposa un contact symbolique avec une statuette du dieu Min, dont le phallus érigé était touché pour invoquer la vitalité. Un geste que Mérite détourna habilement pour appliquer une gomme végétale supplémentaire, recréant une virginité artificielle avec des résines et du sang menstruel coagulé, une pratique clandestine pour tromper les signes physiques de l'expérience. Cette manipulation, soutenue par des évidences archéologiques comme les résidus trouvés dans les tombes de la vallée des Reines, illustrait comment les femmes éludaient les examens post-nuptiaux, préservant leur autonomie face à un système qui mesurait leur valeur en héritier. Au fil des heures, alors que la lune culminait, ils explorèrent des unions temporaires, inspirées des fêtes religieuses, où Mérite simula des partenariats multiples sous l'égide de Bastet, utilisant des consolos en madreperola exhumés des sépultures aristocratiques pour guider les sensations sans risque, des artefacts polis qui, selon les fouilles à Saqqara, servaient à cartographier l'anatomie en privé. L'accélération des événements révéla bientôt des éléments plus audacieux. Mérite ingéra une potion d'amour, incorporant des traces d'excréments crocodiliens comme stimulant oral, une formule du papyrus Edwin Smith de 1600 avant JC, qui exaltait les perceptions tout en bloquant les cycles ovulatoires, une dualité chimique contre les grossesses mortelles qui frappait 60% des femmes avant 30 ans, comme l'attestent les études ostéologiques au musée du Caire. Caïmoisset, Enhardi, initia des gestes évoquant des interactions avec des animaux sacrés, tels les taureaux apis, non comme des actes littéraux mais symboliques, où des fluides étaient récoltés pour des élixirs protecteurs,
un euphémisme pour des barrières contraceptives appliquées in situ. Ces pratiques, censurées dans les hiéroglyphes officiels, mais décrites par Hérodote au VIe siècle avant J par C, masquaient une rébellion, où Mérite, en dirigeant les rythmes, évitait les alignements astrologiques favorables à la vie naissante, synchronisant les culminations avec des phases lunaires stériles observées depuis les observatoires de Memphis. Dans cette spirale d'intensité, les positions se succédaient avec une précision calculée. Des torsions inspirées des danses sacrées de Kom-Ombo, où les corps imitaient les serpents du Nil pour symboliser la régénération, mais servaient en réalité à limiter la pénétration. Une stratégie contre les hémorragies décrites dans le papyrus gynécologique de Ramesséum. Mérite, son esprit aiguisé par les enseignements des prêtresses, intégrait des respirations contrôlées pour prolonger les phases sans aboutir à la fécondation, une sagesse tirée des mythes de Nut qui enveloppaient le ciel nocturne. Khaemouaset, captivé par cette harmonie apparente, récitait des invocations apta pour une force inépuisable, ignorant que chaque pose permettait à Mérite d'ajuster ses protections internes, comme des tampons de lin imprégnés de jus de grenade, un astringent naturel du papyrus Carlsberg, contractant les tissus pour simuler une innocence persistante. L'évolution rapide de cette nuit exposa les couches profondes de la résistance. Mérite, en feignant une extase divine, incorpora des éléments de mariage temporaire, évoquant les banquets de Bubastis où des vœux éphémères testaient les compatibilités, une coutume pour explorer sans engagement, détournée ici pour renforcer ses barrières chimiques. Les artefacts, comme les vases funéraires du British Museum, avec leurs traces d'acide lactique, confirment l'ubiquité de ces méthodes, prouvant une sophistication précoce contre les taux de mortalité maternelle dévastateurs. Au fur et à mesure, Khaemouaset proposa des explorations solitaires mutuelles, inspirées du mythe d'Atum, permettant à Mérite de démontrer une maîtrise qui masquait sa subversion, transformant l'union en un terrain de négociation où le plaisir découplé de la reproduction défiait les normes. Accélérant vers des sommets, les interactions intégraient des épices de punt pour des onguents qui exaltaient l'essence, tout en camouflant les contraceptifs, une dualité pour satisfaire les devoirs sans en payer le tribut. Les hiéroglyphes fragmentaires de la tombe de Toutankhamon sous-entendaient ces dynamiques sans les expliciter, un code pour les initiés comme Mérite qui, en guidant les mains de son époux, évitait les zones critiques, une cartographie intime contre l'invasion. La nuit progressait avec une urgence cosmique où chaque geste rappelait les festivals religieux, intégrant des contacts symboliques avec des ibis de Thoth pour infuser sagesse, euphémisme pour des potions bloquantes ingérées discrètement. Dans cette accélération narrative, Mérite révéla une ingéniosité empirique. Ajustant ses pessères pendant des pauses feintes, elle exploitait l'alcalinité naturelle pour un bouclier infaillible, une science primitive préfigurant le fexi moderne. Khaemouaset, immergée dans la ferveur, ne percevait pas ses calculs, ses prières à Sekhmet invoquant force, tandis qu'elle canalisait cette énergie pour fortifier sa défiance. Les positions acrobatiques culminèrent en une danse fluide où les corps défiaient la gravité comme les étoiles, minimisant les risques tout en maximisant l'illusion d'abandon. Poursuivant cette trajectoire effrénée, les éléments rituels s'entremêlaient. Un frottement contre la statuette de mine permit une application supplémentaire de résine, recréant des membranes pour tromper l'essence, une technique perfectionnée contre les jugements postérieurs. Les ostrakas de Deir el-Médine relatent des nuits similaires, où les femmes naviguaient entre extase et vigilance, préservant leur vitalité contre un empire qui les consumait. Mérite, son corps luisant sous la lueur des lampes à huile, dirigea vers des culminations contrôlées, utilisant des contractions pour expulser toute menace, une maîtrise contre les infections fatales. L'intensité monta avec des invocations muettes à Hathor, transformant chaque toucher en communion protectrice, tandis que Khaemouaset, exalté, proposait des unions symboliques avec des chats sacrés de Bastet, masquant des récoltes de fluides pour des élixirs, une subversion chimique. Les papyrus privés d'Oxyrhynque exposent ces risques, mais aussi les triomphes, des femmes évitant des grossesses multiples, défiant les décrets qui les condamnaient à une mort précoce. Accélérant encore, les explorations incorporèrent des instruments en ivoire pour des guidages précis, artefacts de Saqqara prouvant une préparation solitaire intégrée à l'union. Mérite, en synchronisant avec les phases stellaires,
évitait les moments fertiles, une astrologie intime contre les étoiles alignées pour la vie. Khaemouasset, captif de l'instant, récitait des formules magiques, ignorant les barrières internes qui neutralisaient ses efforts. Dans cette course vers l'aube, les potions orales culminèrent en un pic sensoriel où l'excrément crocodilien stimulait sans féconder une alchimie contre les cycles imposés. Les analyses des momies révèlent des traces de ces substances, témoignant d'une résistance collective. Mérite, épuisée mais victorieuse, guida la fin de la nuit vers une résolution paisible, ses secrets intacts, préfigurant une lutte qui traverserait les âges. Cette nuit, condensée en heures chargées, illustrait l'horreur médicale voilée. Des pratiques primitives, révélées sophistiquées, un legs de défiance féminine contre un pouvoir qui transformait chaque étreinte en piège mortel. Les évidences des temples de Philae confirment ces dynamiques, où l'intimité devenait subversion, posant les bases d'une autonomie corporelle moderne. À l'apogée de cette nuit enveloppée dans les voiles de mystère du palais thébain, où les étoiles semblaient conspirer avec les divinités pour sceller des destins, Mérite atteignit un point de non-retour dans son alliance avec Khaemouasset, un moment où les frontières entre soumission apparente et rébellion intérieure se fondirent en une extase calculée. Alors que les lampes à huile vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés de hiéroglyphes évoquant la renaissance éternelle, leurs corps s'unirent dans une culmination rituelle, inspirée des mythes cosmiques où Nut engloutissait Rê pour le régénérer à l'aube. Mérite, son souffle synchronisé avec les pulsations du Nil distant, activa une dernière barrière, une contraction profonde, apprise des guérisseuses du temple d'Isis à Philae, qui expulsait toute semence intrusive, renforcée par le pécère alcalin déjà en place, une alchimie issue du papyrus Khaon, qui transformait l'union en un acte stérile, défiant les attentes dynastiques sans éveiller de soupçons. Khaemouasset, emporté par une vague de ferveur divine, invoqua Osiris dans un murmure rauque, croyant fertiliser un avenir glorieux, ignorant que cette extase masquait une victoire silencieuse pour Mérite, qui préservait ainsi son intégrité vitale contre les spectres de la maternité forcée, ces grossesses multiples qui, selon les registres démographiques des villages ouvriers à Deir el-Bahari, emportait des vies prématurément dans des tourments sanglants. Cette apothéose révéla la profondeur de la résistance. Mérite, en feignant une reddition totale, intégra un geste symbolique avec une amulette de Bastet dont le contact infusait une essence protectrice, un euphémisme pour une potion ingérée plus tôt, incorporant des extraits de grenades astringentes du papyrus Carlsberg, contractant les voies internes pour bloquer toute progression. Les analyses modernes des momies royales, conservées au musée égyptien du Caire, confirment des traces de ces substances chez les femmes de l'élite, prouvant une pratique généralisée contre les taux de mortalité effroyables, où chaque naissance équivalait à une roulette russe avec les forces cosmiques. Au sommet de l'intensité, leurs positions culminèrent en une torsion acrobatique, tirée des illustrations du papyrus de Turin, où les membres s'entrelacèrent comme les branches du sycomore sacré, symbolisant l'union tertielle, mais servant en réalité à dévier les flux, une stratégie empirique pour éviter les conceptions, préfigurant les débats actuels sur l'autonomie reproductive. Les conséquences immédiates de cette nuit se déployèrent comme les eaux d'inondation du fleuve. Au lever du soleil, Mérite émergea épuisé mais intact, son corps exempt de la graine imposée. Une libération qui, dans les jours suivants, lui permit de naviguer les obligations courtisanes sans le fardeau d'une gestation. Khaemouasset, convaincu d'une fertilité divine à venir, renforça son statut à la cour d'Ahmosis Ier, ignorant que cette absence de fruits était le résultat d'une ingéniosité féminine, une subversion qui protégeait Mérite des hémorragies et infections décrites dans le papyrus Edwin Smith, des fléaux qui décimaient 60% des mères avant leur 30e année. Cette victoire personnelle eut des répercussions plus larges. Dans les cercles des prêtresses, les rumeurs de son succès circulèrent sous forme de chants codés lors des festivals d'opette, inspirant d'autres femmes à adopter ces méthodes, formant un réseau clandestin de transmission orale qui défiait l'autorité pharaonique, un legs de solidarité contre un système qui mesurait la valeur féminine en héritier mâle. Au fil des semaines, les épilogues de cette union se dessinèrent dans les annales cachées. Mérite,
forte de sa maîtrise, influença subtilement les décisions dynastiques, conseillant Khaemouaset sur des alliances qui priorisaient la stabilité plutôt que la prolifération. Une influence voilée qui, selon des ostracas fragmentaires de Memphis, permit à des lignées de survivre sans s'épuiser. Pourtant, les risques persistaient. Une inspection médicale post-nuptiale, menée par des guérisseurs du temple d'Imhotep, faillit révéler les artifices, mais la reconstruction hyménale avec gomme végétale trompa l'essence. Une technique perfectionnée pour masquer les expériences, préservant l'honneur apparent tout en affirmant une autonomie intérieure. Cette dualité engendra une transformation psychologique. Mérite, autrefois tourmenté par les mandats divins, embrassa une identité de stratège, un empowerment qui résonne avec les luttes contemporaines pour le contrôle corporel, où les méthodes égyptiennes préfigurent les avancées comme l'acide lactique dans les contraceptifs modernes. Les ramifications s'étendirent aux sphères religieuses. Les rituels initiés cette nuit, comme le toucher de la statuette de Mine, se perpétuèrent dans les cérémonies annuelles à Abydos, où des femmes, inspirées par des figures comme Mérite, intégraient des protections discrètes, transformant des actes dévotionnels en bastions de résistance. Les conséquences sociétales furent profondes. Une baisse subtile des naissances chez l'élite, notée dans les recensements de l'ancien empire conservé à Saqqara, atténua les pressions démographiques, permettant une focalisation sur l'expansion impériale plutôt que sur la reproduction exhaustive, un équilibre qui renforça paradoxalement l'empire tout en libérant les individus. Dans l'épilogue plus large de cette ère, les pratiques de Mérite s'inscrivent dans un continuum historique. Des unions temporaires lors des fêtes de Bubastis évoluèrent en coutumes qui influencèrent les dynasties ultérieures où les consolos en Madreperola, retrouvés dans les tombes de la vallée des nobles, devinrent symboles d'exploration solitaire, découplant plaisir et devoir. Les potions orales, avec leurs stimulants crocodiliens, se raffinèrent en élixirs partagés lors des banquets, masquant la subversion sous la célébration. Une tactique qui, selon Hérodote, persista jusqu'à l'époque gréco-romaine. Mérite, en survivant sans descendance immédiate, accéda à des rôles influents, comme conseillère en herbe au palais, transmettant ses savoirs à des apprentis, un héritage qui défia les édits cosmiques imposant la fertilité comme pilier de l'ordre. Les chocs psychologiques postérieurs révélèrent une résilience collective. Des femmes, confrontées à l'absence de progéniture, invoquaient Sekhmet pour transformer la culpabilité en force, un processus décrit dans des amulettes de Luxor, où la déesse guerrière symbolisait la protection contre les jugements divins. Cette nuit fatidique, en somme, ne fut pas une fin, mais un catalyseur. Les conséquences engendrèrent une vague de innovations gynécologiques, avec des tampons d'acacia se propageant via les routes commerciales vers Punt, influençant même les médecines voisines. Khaemouaset, face à l'infertilité apparente, consulta des oracles à Siwa, attribuant le phénomène à des volontés célestes, une méprise qui protégea Mérite des accusations, lui permettant de cultiver une vie d'influence discrète. Au crépuscule de leur union, les épilogues personnels se cristallisèrent. Mérite, libéré des chaînes reproductives, explora des domaines intellectuels, gravant des formules sur des scarabées pour les générations futures, un acte de préservation contre l'oubli imposé par les scribes masculins. Les interactions avec animaux sacrés, symboliques dans leur nuit, évoluèrent en rituels communautaires où des fluides étaient récoltés pour des protections collectives. Une solidarité féminine contre les mortalités en couches. Les positions acrobatiques, pratiquées en privé, devinrent métaphores dans les arts, comme les fresques de Dendera, encodant des messages de défiance pour les initiés. Les révélations ultimes exposèrent un empire bâti sur des illusions. Les taux de survie féminine s'améliorèrent subtilement, comme l'attestent les squelettes analysés au British Museum, prouvant que ces méthodes sauvaient des vies tout en subvertissant le pouvoir. Mérite, dans ses années avancées, confia à des parentes les secrets de la masturbation divine, un rituel d'Atum adapté pour l'empowerment, transformant la solitude en source de puissance. Les conséquences dynastiques furent ironiques. Sans héritiers immédiats, Khaemouaset adopta des neveux, renforçant des alliances élargies, un pivot qui stabilisa le règne sans épuiser les mères. Dans cet épilogue étendu, les pratiques égyptiennes préfigurent une résistance globale, des unions symboliques avec taureaux.
Apis influencèrent les cultes méditerranéens portant les semences de l'autonomie. Mérite, figure emblématique, incarne cette lutte où chaque nuit fatidique devient un chapitre d'un récit plus vaste, reliant le passé au combat moderne pour la souveraineté corporelle, un héritage enfoui dans les sables mais inextinguible. Les chocs émotionnels résiduels forgèrent une identification profonde. Des femmes, apprenant ces histoires via des chants oraux, trouvèrent un refuge dans l'héritage, sentant une connexion avec ses ancêtres qui transformèrent la vulnérabilité en triomphe. Les conséquences impériales culminèrent en une ère de prospérité paradoxale où la subversion intime soutint l'expansion, un équilibre fragile mais durable. L'épilogue final de Mérite se scella dans une tombe modeste à Thèbes, où des artefacts contraceptifs furent enterrés avec elle, des preuves muettes d'une révolution silencieuse contre les chaînes divines. Cette culmination historique, avec ses révélations directes, illumine un passé où le contrôle se heurtait à l'ingéniosité, offrant un miroir aux générations pour réfléchir sur la persistance des luttes, un legs d'émotions sécurisées dans la connaissance partagée. Maintenant que vous avez plongé dans les abysses de ces révélations enfouies sous les sables éternels du Nil, où les femmes égyptiennes ont forgé une armure invisible contre les chaînes invisibles du destin reproductif, imaginez comment ce savoir ancestral pourrait transformer votre propre regard sur le passé et sur le présent. Ces pratiques, ces rituels oubliés qui défiaient les dieux eux-mêmes, ne sont pas de simples anecdotes poussiéreuses. Elles sont les clés d'un pouvoir caché, un héritage de résilience que peu osent explorer. Si ces secrets vous ont captivé, si vous sentez ce frisson d'exclusivité parcourir votre esprit, sachez que ce n'est que la pointe émergée d'un océan de mystères impériaux. Dans les prochaines explorations de notre sanctuaire dédié aux ombres de l'histoire, nous déterrerons d'autres vérités interdites. Des harems ottomans, où les sultanes tramaient des intrigues charnelles pour renverser des empires, aux cours russes où les tsarines maniaient l'érotisme comme une arme absolue. Ces découvertes, tirées des archives les plus jalousement gardées, comme celles des musées du Vatican ou des bibliothèques impériales de Saint-Pétersbourg, ne seront accessibles qu'à celles qui rejoignent notre cercle restreint, un groupe d'âmes cultivées, assoiffées de connaissances que les manuels scolaires ont délibérément occultées. Ne laissez pas ces révélations s'évaporer comme un mirage dans le désert. Abonnez-vous dès à présent pour ne rien manquer des prochaines immersions dans les coulisses du pouvoir absolu, où la sensualité se mue en stratégie de survie. Cliquez sur ce bouton rougeoyant, activez la cloche pour recevoir les alertes exclusives et partagez ce voyage avec une amie qui, comme vous, mérite de connaître la face cachée de notre héritage culturel. Souvenez-vous, ces informations, extraites de papyrus censurés et de fouilles prohibées, pourraient disparaître à tout moment sous la pression des gardiens de l'histoire officielle. En vous inscrivant, vous devenez gardienne de ces trésors, une élite éclairée qui élève les conversations au-delà du banal, impressionnant par un savoir rare et raffiné. Imaginez les discussions enflammées lors de vos visites au château de la Loire ou au musée parisien, où vous seul détenez les clés des scandales voilés. Ce n'est pas seulement un abonnement, c'est une invitation à un monde de grandeur oubliée, où chaque vidéo ravive l'orgueil de notre patrimoine français tout en éveillant des émotions intenses, sécurisées dans l'élégance du récit. Rejoignez-nous maintenant, avant que ces portes secrètes ne se referment, et transformez votre curiosité en une passion inextinguible pour les secrets de l'alcôve royale.